Bienvenue sur Ici Éco. Le Conseil des ministres réuni cette semaine au palais de Barabda sous la présidence du général Joseph Aoun, président de la République, a approuvé la démarcation des frontières maritimes entre le Liban et Chypre. Le Conseil a également pris connaissance d'un rapport présenté par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Joe Sadi, indiquant l'engagement des entreprises du consortium Total, Qatar Energy et Eni à effectuer une étude sismique 3D du bloc numéro 8. Le Conseil a approuvé l'accord d'exploration du bloc 8 et l'attribution des opérations de forage aux sociétés Total, Eni et Qatar Energy. Selon les informations disponibles, le nouvel accord reportera l'étude sismique de 3 ans, ce qui signifie que le premier puits d'exploration ne sera pas foré avant 5 ans. Dans le détail, le Conseil des ministres a donc attribué le bloc numéro 8 au consortium des entreprises Total Energy, Qatar Energy et Eni, lui octroyant un droit pétrolier exclusif sur ce bloc, conformément à la loi sur les ressources pétrolières en mer. L'offre du consortium également comprend l'engagement de réaliser une étude sismique 3D sur une surface de 1200 km² durant la première phase d'exploration. Les sociétés du consortium ont également remis au Liban le rapport final du forage du puits de Cana, situé dans le bloc numéro 9, et ont présenté ces résultats au Conseil des ministres. Il est à noter que les données contenues dans ce rapport ainsi que celles issues du forage du bloc numéro 4 aideront considérablement l'autorité pétrolière libanaise, tant sur le plan stratégique que technique, à mieux comprendre la réalité du potentiel pétrolier du pays et à développer une stratégie adaptée pour les prochaines rondes de licence. Nous consacrons cet épisode à un ancien dossier social, la loi sur les loyers d'habitation et commerciaux. Qu'en est-il de l'entrée en vigueur de la loi sur les baux non résidentiels? Cette loi a-t-elle commencé à être appliquée? Quelles sont les décisions qui peuvent être rendues en vertu du Code des obligations et des contrats? Autant de questions que je poserai et d'autres à Maître Judith Tanin, qui est avocat et docteur en droit. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Maître Tanin. Merci beaucoup, le plaisir est le mien. Donc, le 21 août 2025, les modifications sur la loi sur les loyers des locaux non résidentiels ont été publiées au journal officiel et portent sur la réduction du loyer de référence, Badal el-Methel, de 8% à 5%, la prolongation de la durée du bail à 8 ans et une augmentation progressive des montants selon les localités. Ce jour-là, la porte a été de nouveau ouverte pour présenter des recours en inconstitutionnalité de certaines dispositions devant le Conseil constitutionnel dans un délai de 15 jours à compter de la publication. Mais ce délai s'est écoulé sans aucun recours ne soit déposé. Avec la fin du délai de recours sans dépôt devant le Conseil constitutionnel, peut-on considérer que la loi est automatiquement entrée en vigueur depuis le 21 août 2025? Et quelle est la date exacte d'entrée en vigueur de la loi sur les loyers des locaux non résidentiels? Alors, je peux bien vous confirmer que la loi est entrée en vigueur le 21 août 2025. Et ça, c'est désormais clair et définitif. Parce que, comme vous venez de dire, la première publication a eu lieu le 12 juin 2025 et la loi modificative a été publiée le 21 août 2025 et elle n'a pas fait l'objet de recours en inconstitutionnalité. Donc, c'est pour cela que elle est effectivement en vigueur depuis le 21 août 2025. Pourriez-vous nous rappeler les 4 catégories concernées par cette loi? D'accord. Donc voilà, cette loi divise les locataires en 4 catégories. La première bénéficie d'une prolongation des contrats de 5 ans. La deuxième, c'est pour ceux qui ont payé un pas de porte il y a plus de 10 ans. Donc il y aura une prolongation jusqu'à 6 ans. La troisième concerne ceux qui ont payé un pas de porte au cours des 10 dernières années jusqu'à 7 ans. Et la quatrième catégorie, elle concerne l'État et les professions libérales Mhm. exerçant des institutions. Voilà, il y aura une prolongation jusqu'à 8 ans.
Mhm. La loi comprend des amendements à la version adoptée quelques mois plus tôt que le Conseil constitutionnel avait partiellement censuré en annulant uniquement le paragraphe D de l'article 10. Les amendements actuels concernent notamment la réduction du loyer de référence de 8% à 5%, la prolongation des baux à 8 ans et l'augmentation progressive selon les localités. Maître Tini, qu'est-ce que le loyer équivalent? Comment est-il calculé? Le loyer équivalent est fixé à 5% de la valeur réelle du bien. Pour les deux premières catégories qu'on a mentionnées, il est versé progressivement à raison de 30%, 40%, puis 50%. Et le loyer équivalent complet s'applique durant les 2 dernières années. Pour la troisième et quatrième catégorie, les paiements se font à 30%, 40%, 50%, puis 60%, puis le loyer équivalent pour les années restantes. Mhm. Mais donc, vous me dites concrètement, cette loi a-t-elle déjà commencé à s'appliquer? Bien sûr, elle est déjà en application puisqu'elle est rentrée en vigueur et comme toute loi en vigueur, donc elle doit être respectée par tout le monde sans exception. Et ça, c'est un principe général de droit. Mhm. Recommandez-vous donc une application à l'amiable ou faut-il mieux passer par les tribunaux pour fixer le loyer équivalent? Il est toujours préférable de trouver un accord à l'amiable plutôt que d'engager une démarche judiciaire afin d'éviter les délais, les coûts liés à la Mhm. désignation d'un expert et à Mhm. l'attente de son rapport. Mhm. Voilà. Et des jugements ont-ils été rendus en vertu du Code des obligations et des contrats durant la période de vide juridique? Bien sûr, durant cette période de vide juridique, une période de plus de 2 ans entre l'adoption de la loi et sa publication, il y a Mhm. eu des jugements qui ont appliqué le code des obligations et des contrats, voilà, pendant toute cette période-là. Mhm. Euh, Pensez-vous que cette loi sera la dernière loi exceptionnelle relative au loyer non résidentiel? Bien sûr, elle sera la dernière loi parce que, en principe, c'était une loi exceptionnelle et on ne peut pas continuer à proroger les lois Mhm. exceptionnelles. Donc voilà, une loi stable, dotée d'une sécurité juridique et de tous les principes qu'une loi doit avoir, Mhm. voilà, doit Mhm. être applicable. C'est clair. Mais y a-t-il du nouveau concernant les loyers résidentiels, notamment à la lumière des débats récents sur le délai ou bien les délais appliqués entre 2014 et 2017? Voilà, il existe toujours des divergences entre les tribunaux au sujet des lois de 2014 et de 2017, et il est très étonnant que le Parlement n'ait pas encore tranché cette question, malgré 8 années écoulées depuis l'adoption des amendements en 2014. Et à mon sens, la loi est en vigueur depuis 2014. Mhm. Nous allons passer à un autre dossier. Le ministre de la Justice, Saad El-Nassar, a publié une circulaire interdisant toute procédure de notarisation, de certification, de procuration, de vente ou de transfert de propriété concernant toute personne ou entité inscrite sur les listes des sanctions internationales qu'elle émane du Conseil de sécurité de l'ONU, du département du Trésor américain et de l'Union européenne. Par ailleurs, Nassar a transmis au Conseil des ministres un projet de loi visant à modifier la loi régissant la profession des notaires et a publié une circulaire explicative afin de clarifier certains points du texte. Cette circulaire est-elle fondée juridiquement? L'idée que le ministre veut réaliser par cette circulaire, la lutte contre le blanchiment, etc. Donc, cette circulaire est-elle fondée juridiquement? Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, il existe une controverse autour de la légalité de cette circulaire. Mhm, Deux avis juridiques s'opposent.
Vous avez le premier avis qui considère que cette circulaire viole la loi et la Constitution, qui protège la propriété privée, et selon cette lecture, les personnes concernées se verraient privées de leurs droits civiques avant même qu'une décision de justice ne soit rendue. On reproche aussi à la circulaire de dépasser les pouvoirs réglementaires du Mhm. ministre de la Justice, d'imposer une clause obligatoire dans les contrats qui n'est prévue nulle part dans la loi, aussi d'ignorer l'article 50 de la loi sur le règlement des notaires et les tarifs du notariat, Mhm. etc., alors que le second avis, au contraire, considère que la circulaire est parfaitement parfaitement légale parce que, selon cet avis-là, la circulaire se base sur la loi numéro 44 du 24 novembre 2015, surtout les articles 5, 6 et 7 de sa loi. C'est une loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent. Et donc, on a déjà imposé dans cette loi une obligation de diligence et un devoir de Mhm. vérification à l'égard des clients des notaires. Donc, la circulaire impose aux notaires de vérifier de manière plus stricte l'identité des clients concernés dans une transaction et celle des bénéficiaires économiques, etc., ainsi que la provenance des fonds en jeu, tout en s'assurant que ces clients ne font pas l'objet de sanctions nationales et internationales. Mhm. Donc voilà, donc il y a deux avis juridiques. Pour ma part, je souscris pardon, pleinement au second avis et cette circulaire-là peut faire l'objet d'un recours devant la justice administrative et on peut attendre la décision de la justice administrative, c'est-à-dire du Conseil d'État qui pourra trancher de sa légalité. L'idée que le ministre veut réaliser par cette circulaire, la lutte contre le blanchiment, est-elle véritablement nouvelle? Existe-t-il des précédents, Maître Tini? D'accord. Donc, il existe des précédents voilà, dans la loi numéro 44 du 24/11/2015 que je venais de mentionner. Ce sont surtout les articles 5, 6 et 7 de la loi qui imposaient déjà aux notaires de jouer un rôle actif dans l'amélioration du système économique et financier. Et en cas de soupçon sur le caractère illicite d'une transaction, cette loi oblige les notaires à en informer secrètement la commission spéciale d'investigation relevant de la Banque centrale du Liban et qui est Mhm. habilitée à mener des investigations, etc., grâce aux moyens qu'elle dispose. Mhm. Fallait-il consulter à l'avance le Conseil des notaires? Euh, le ministre de la Justice a la prérogative d'émettre des circulaires pour orienter les notaires dans l'exercice de leurs fonctions, etc. Mais il n'est pas tenu de consulter en amont le Conseil des notaires. Donc, concernant spécialement la circulaire 1355, il était néanmoins nécessaire de consulter le Conseil des notaires, des notaires parce que le thème abordé demeure sensible et d'une importance majeure. Mhm. Voilà. Mais les notaires sont-ils capables d'exécuter cette circulaire vu les moyens logistiques inexistants comparativement, par exemple, à la France? Pour exécuter cette circulaire, les notaires seront connectés à un lien renvoyant vers des listes établies par les forces de sécurité intérieure pour s'informer sur les moyens, Mhm. pardon, sur ces moyens desquels vous avez parlé, sur les noms des personnes poursuivies par la justice. Ils devront vérifier aussi la provenance des fonds utilisés dans les Mhm. transactions seulement dans la mesure des moyens dont chacun dispose. Mhm. Donc voilà, Bien voilà, je vous remercie, Maître Jositine, vous êtes avocat et docteur en droit. Merci. merci. Et bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.